Donc pour introduire cette table ronde sur reconnaître, valoriser et intégrer les compétences des aidants, on va partager quelques chiffres clés qui viennent d'une étude de l'Observatoire de l'OCIRP, via Voice, qui a été menée en 2021 et sur lesquelles on aborde la question des compétences des aidants. Et donc dans cette étude, on observe qu'un quart des salariés aidants, c'est pas beaucoup, mais enfin 25% des salariés aidants considèrent qu'il y a un impact positif de leur aidant sur leur activité professionnelle. 4 salariés aidants sur 5 considèrent que leur situation permet d'acquérir des qualités et des compétences utiles à l'entreprise. Et une étude également donc, de France Travail en 2024 souligne que 44% des salariés aidants affirment avoir acquis de nouvelles compétences socio-émotionnelles grâce à leur rôle d'aidant. Donc on va un petit peu renverser la logique dans cette table ronde et plutôt que de se dire quels efforts faut-il faire pour que nos salariés aidants restent dans l'entreprise, on va se dire quelles sont les compétences que les salariés aidants peuvent apporter justement dans l'entreprise et même quelles sont les compétences que les aidants peuvent apporter à la société. On va aborder cette thématique dans cette table ronde. Donc, dans un premier temps, on va donner la parole aux personnes qui se sont intéressées à cette question. Donc, soit en mettant en place des dispositifs justement pour valoriser les compétences des aidants dans l'entreprise, soit en développant des référentiels ou des dispositifs de conseil pour accompagner les salariés aidants et les entreprises qui ont des salariés aidants. Et puis ensuite, on donnera la parole donc à 2 personnes, 2 aidants qui ont choisi de mettre les compétences qu'ils ont développées en tant qu'aidants au service de la société et pas seulement à leur propre service, donc qui vont aussi prendre la parole. Et donc, on va commencer donc par le témoignage de Céline Fabre, voilà, qui a été notamment dans son parcours DRH de Domusvie et qui, dans ce cadre-là, a reçu un prix de l'entreprise et salariés aidants, en fait, dans le cadre d'un dispositif qu'elle a mis en place dont l'objectif était de valoriser les compétences des aidants, et ce, dès le recrutement. Et plus généralement, dans le cadre donc, de ses responsabilités chez Domusvie aujourd'hui, elle s'intéresse à la question des aidants. Donc la question que j'ai envie de vous poser et que nous avons tous, auquel nous avons tous envie d'avoir votre réponse, Céline, c'est qu'en est-il finalement de ce dispositif que vous avez mis en place? Quel bilan est-ce que vous en retirez? Et puis quels conseils est-ce que vous donneriez à d'autres entreprises qui auraient envie, comme vous, de développer des dispositifs innovants pour les salariés aidants? Bonsoir à toutes et tous. En 2 mots, le dispositif consistait à proposer, à l'occasion du recrutement, d'engager une discussion autour de l'aidance pour les salariés, pour les candidats à l'emploi qui le souhaitaient, bien évidemment, pour pouvoir ensuite leur faire bénéficier d'une disposition qui était issue de notre convention collective et qui prévoyait, pour tout salarié ayant exercé sur notre secteur d'activité, de pouvoir profiter d'une reprise d'ancienneté, sachant que le groupe Domusvie est un groupe du secteur médico-social et qui a des établissements qui accueillent des personnes âgées ou des services d'aide à domicile. Donc un soignant, par exemple, qui aurait travaillé à l'hôpital pendant 10 ans et qui se présentait pour un poste au sein de notre entreprise pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté de 10 ans. Donc l'idée était de proposer à un candidat, une candidate qui aurait eu une expérience dans l'aidance, pas forcément dans le secteur, de pouvoir l'exposer et de lui faire profiter en fait de cette reprise d'ancienneté pour bonifier son salaire dès l'embauche. Voilà. L'objectif, c'était surtout en fait que ça soit évoqué le plus en amont possible, de libérer la parole sur le sujet sans forcer personne, pour que ce sujet ne soit plus tabou dans l'entreprise. À cela, nous avions ajouté d'autres dispositifs, toujours en partant de la convention collective. Par exemple, notre convention collective, ça pouvait d'ailleurs paraître très paradoxal, prévoyait des dons de jours des jours offerts pour le déménagement, mais ne prévoyait pas de jours lorsque l'on devait accompagner, par exemple, son parent dans une institution ou son enfant en situation de handicap. Alors, la convention collective est une convention collective du secteur médico-social. Donc, nous avons, par exemple, ajouté des journées dans la convention collective pour ça. Je passe rapidement parce qu'il y avait d'autres choses, mais on s'est effectivement dit à la table ronde que je pouvais confier, en fait, finalement, pas un échec, mais en tout cas, les difficultés rencontrées, parce que ça partait d'une idée, je crois, qui était assez généreuse, mais j'ai quand même été rapidement confrontée à plusieurs difficultés. Et si je fais un peu le bilan, d'abord, je me suis rendu compte que j'étais finalement très mal outillée, dans le sens
c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup, on commence à parler un peu des data en matière de ressources humaines, etc. Et j'avais pas du tout de recul finalement sur ce sujet, j'étais très mal outillée. Et donc pour construire et nourrir un argumentaire en interne convaincant, ça a été dit à l'occasion de la table ronde précédente, j'avais pas en fait de données. Et je les ai pas suffisamment cherchées. Et quand j'ai essayé de les recueillir sous la forme d'un sondage, c'était des données finalement très partielles et qui manquaient, je pense, de poids et d'arguments. Or, on doit aussi convaincre dans l'entreprise. Évidemment, pour le ROI, ça a été dit, c'est vrai, c'est assumé. Je crois que c'est un sujet qu'il faut savoir évoquer sans tabou, mais pas que, en fait. Les managers aussi auraient eu besoin de plus de données pour les rassurer. Or, je n'étais pas en capacité, finalement, de prévoir, de prédire, au-delà de grandes prévisions générales. Et leur inquiétude était très entendable. La plus-value dans nos métiers, c'est la présence, en fait, du collaborateur auprès de la personne accueillie dans nos institutions. La crainte pour eux, c'est pas le coût, c'est le fait de ne pas trouver la personne qui va remplacer la personne absente. C'était ça leur vraie inquiétude. Donc il aurait fallu, je crois, être mieux outillé en matière de data, de données, pour pouvoir les rassurer beaucoup plus. Voilà. Donc ça, j'ai négligé ce point-là. J'ai négligé le temps d'écoute, je pense, vis-à-vis des managers aussi, emportés par ce qui semblait être plutôt une idée justement généreuse, en phase avec nos valeurs, ce qui était le cas. Qui paraissait simple d'application, évidente. Quand vous êtes convaincu par ce que vous faites, vous trouvez ça toujours évident. Bon, je crois qu'un temps supplémentaire en fait, d'écoute auprès des managers de terrain, les laisser exprimer ce qu'ils pensaient de l'idée, y compris s'ils ne la trouvaient pas bonne d'ailleurs. Mais en tout cas, plus les laisser s'exprimer sur quelles inquiétudes ça suscitait chez eux, c'est-à-dire leur donner la possibilité de commencer à s'approprier le problème. Voilà. Il m'arrive souvent de le dire. Quand vous essayez de mettre en place une transformation, vous avez souvent des personnes qui vont vous dire non. Vous demandez quelque chose, la personne va commencer par vous dire pourquoi c'est pas possible. Donc dans ces cas-là, il y a deux réactions. Soit vous essayez immédiatement de la convaincre que si, ça va être possible. Et je ne sais pas si certains rencontrent cette expérience comme moi, mais ça crée parfois des situations un peu tendues. Ou bien au contraire, vous vous dites... ce qu'elle est en train de faire, c'est en disant c'est pas possible, elle est déjà en train par elle-même de lever les freins. Donc, laisse-la dérouler finalement ses arguments, quoi. Et ça, ce temps-là, je l'ai sans doute négligé. C'était une idée, une initiative d'entreprise. Je n'ai pas cherché à raccrocher aussi au travers d'une négociation collective. Si c'était à refaire, je le referais probablement en allant présenter le sujet aux organisations syndicales et en leur demandant si elles ne voulaient pas quasiment faire ce sujet le leur et cette idée la leur. Parce que le but, c'était que ça fonctionne. C'est pas tellement de savoir que finalement, c'est mon idée. Le prix de l'entreprise aidant, ça aurait été les organisations syndicales, c'était très bien aussi, et je le dis de manière sincère. Donc ça, je pense que je l'ai aussi sans doute un peu négligé, même si je l'ai proposé à la suite. Je l'ai fait sans doute un peu tard. Et puis, le dernier point qui m'est venu aussi en réfléchissant un peu à ce qui a été probablement raté, en tout cas, je ne parle pas pour tout le monde là, je veux dire pour moi, ça correspondait à la période où on était vraiment dans ce discours externe sur la marque employeur, où on demandait beaucoup, en fait, je crois quand même aux ressources humaines, là, dans un contexte où on sentait que le marché de l'emploi, tout ça, ça commençait à se retendre un peu, donc sur les métiers de main-d'œuvre, on était tous un peu à chercher des idées, et en fait, voulant bien faire, on essayait de répondre à tout le monde, on essayait de répondre oui à tout le monde. Hein. Et donc, alors, on a voulu faire tous les sujets. Parce qu'il fallait répondre sur tous les sujets en matière de marque employeur, quoi. Or, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. En tout cas, on ne peut pas tout faire bien. Et on doit, je crois, porter certaines convictions qui amènent à faire des choix. Et après, ça passe ou ça passe pas. Voilà. Donc, on fait un choix et on dit, moi, ma marque, entre guillemets, la reconnaissance que j'ai envie d'avoir en termes d'approche ressources humaines, elle est sur ces sujets. Voilà. Et sur ces sujets, je me sens de pouvoir pousser les sujets jusqu'au bout. On a su le faire, je crois, pour la prévention pénibilité. Ça a été 10 ans d'action constante qui ont produit des résultats très positifs. Et je crois que par rapport à la sensibilité qui était la mienne et celle de beaucoup de personnes dans l'entreprise sur la thématique de l'aidance, on aurait dû prendre plus de temps, en fait, à créer cette communauté qu'on essaie de mettre en œuvre aujourd'hui dans l'entreprise, parce que c'est devenu mon sujet de prédilection, pour dire c'est un sujet clé, essentiel pour l'avenir, et ça va être une priorité. On n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos idées, en matière de ressources humaines, mais ce sujet-là, on va le pousser en fait jusqu'au bout. Voilà. Et je crois que si on avait fait ça, on serait peut-être aujourd'hui à se poser la question de comment l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies vont nous aider, vont aider les entreprises, vont aider les aidants,
vont aider les personnes en situation, qui demandent de l'aidance à garder peut-être un peu plus d'autonomie. C'est-à-dire qu'on serait un peu plus dans l'anticipation, parce que je crois qu'une partie des réponses sont aussi sur ces sujets-là. Voilà. Et donc je crois qu'il y a un temps à consacrer aussi à cette veille et à cette étude des différentes solutions et de comment en fait ces nouvelles technologies peuvent nous aider à régler ce sujet. Voilà, donc idée généreuse au début, mais peut mieux faire dans la réalisation, je dirais, sur le bilan de nos actions. Oui, en tout cas, oui. Effectivement, bravo pour l'initiative. Et alors, vous faites le lien avec la communauté finalement des aidants. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à vous repositionner sur ce sujet? Qu'est-ce que vous en attendez? Oui, ça c'est un thème vraiment qui me tient à cœur. J'ai laissé la fonction ressources humaines du coup à ma remplaçante pour me consacrer exclusivement à ce thème-là, forte de différentes expériences, dont celle des aidants d'ailleurs, de ce projet. Je ne sais pas comment dire, je ne veux pas que ça paraisse prétentieux, en fait. Je crois à la sincérité. Voilà. On a plusieurs valeurs dans l'entreprise. On me demandait parmi tes 5 valeurs laquelle tu choisis. Moi, j'ai toujours dit, je choisis la sincérité des émotions. C'est l'une de nos 5 valeurs. Je crois à la sincérité et j'ai le sentiment, à force de rencontres, que les salariés que je rencontre, ils ont envie d'entendre des personnes qui savent parce qu'elles font, qui font parce qu'elles savent, parce qu'elles ont vécu, parce que c'est leur expérience, parce que... Voilà. Et donc la communauté, pour moi, mon projet de communauté, c'est ça, en fait. C'est de réunir des personnes, quelle que soit leur fonction dans l'entreprise, qui vont se réunir parce qu'elles ont envie de faire, pas parce qu'on leur demande de faire. Elles vont être écoutées parce qu'elles savent, quelle que soit la place qu'elles occupent dans l'organisation. Et je crois que pour les danses, ça pourrait être une très belle communauté qui, en plus, ça c'est une chance que l'on a, pourrait être une communauté qui réunit certes des professionnels, mais qui réunirait aussi des familles, des résidents. Donc ça dépasserait le côté cloisonnement, une communauté pour les salariés, une communauté dans d'autres entreprises pour des clients. Voilà. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à cette idée de lien. Voilà, de lien. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Céline. Et là, on a parlé effectivement de compétences des aidants. C'est vrai qu'on n'est pas forcément rentré dans le détail. On en a parlé lors de la dernière table ronde, mais finalement, voilà, on n'a pas de vision exhaustive. Et j'ai donné la parole du coup à Pierre Denis, qui est fondateur d'Aidants Attitude et de l'Observatoire solidaire des salariés aidants. Denis, vous avez travaillé sur la conception d'un référentiel des compétences des aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà sur les compétences des aidants? Quelles sont-elles aujourd'hui? Celles qui sont décrites dans ce référentiel? Et quel est l'usage aujourd'hui qui en est fait en fait dans les entreprises? En préliminaire, je dirais que c'est courageux déjà de Céline d'avoir tenté ce qu'elle a tenté. Et on voit bien la difficulté dans une entreprise, déjà même quand on est DRH convaincu, de mettre en place des choses. C'est pas évident. Alors, c'est vrai que sur la table précédente, on a eu la chance d'avoir 2 DRH qui étaient au top voilà, au top, quoi, faut le dire, sur le sujet. Mais c'est loin d'être le cas de tous les DRH. Et quand on a commencé le groupe de travail et qu'on a essayé de plancher en se disant, on était en plus dans le groupe de travail, on avait les RH de Orange, La Poste, Schneider Electric, il y avait l'URSSAF, donc des gros, quoi. Et on s'est dit, voilà, comme la problématique, c'est quoi? Les danses, c'est quoi déjà? Les danses, c'est une rencontre entre 2 personnes. C'est quelque chose de singulier. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Et quand on est RH et qu'on n'a pas été aidant, c'est pas forcément facile d'aborder le sujet. Quand on est manager et qu'on n'a pas vécu ce que c'est pas intuitif du tout. Et donc on s'est dit, voilà, quel est l'outil qu'on pourrait mettre à disposition, sachant que bien sûr, quand on passe à l'action avec les RH, il n'y a plus personne. Ils ont tous envie de faire quelque chose, mais il n'y a plus d'argent. Et puis c'est compliqué de faire le premier pas. Donc on s'est dit, plus d'argent, on va essayer de créer un outil qui va essayer de valoriser les aidants. Parce que le but, c'est bien ça, c'est de ne pas stigmatiser dans l'entreprise et c'est d'essayer d'inverser la vapeur en se disant on va valoriser et puis on va créer une dynamique dans l'entreprise pour essayer de faire en sorte que tout le monde s'approprie en fait, cette dynamique et en fait, ce sujet qui devrait être consensuel auprès de tout le monde pour le bien-être de l'entreprise et pour le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, ce qu'on a fait, on s'est dit, voilà, on va essayer de partir des compétences des aidants parce que, comme le dit très bien Stéphane Hugon, c'est un gisement, les aidants, dans l'entreprise. Et ce gisement, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les DRH, ils voient très bien qu'ils ont quelque chose sous la main et qu'il faut l'utiliser.
mais comment? Donc, on s'est dit, en partant des compétences, des référentiels de compétences, les référentiels standards RH qui sont le référentiel H2 notamment, mais aussi les réflexions de certaines personnes comme Michel Barabel, qui est très connu dans le monde des RH, on s'est dit, comment on pourrait faire en sorte que les DRH aient un mode d'emploi, puissent utiliser un outil qui leur permettrait, en fait, dans leur cycle RH, dans leur quotidien de RH, d'intégrer ce gisement et les valeurs que représentent les aidants au sein de l'entreprise et au sein du travail de l'entreprise. Donc on est parti du référentiel H2, on a fait un travail sur les compétences, on les a adaptées à partir du référentiel H2, et puis après on les a attribués à un certain nombre de postes dans les entreprises, des fonctions standards, et puis on les a valorisés en tant que tels, et pour montrer en fait déjà, un aidant aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui déploie une force, c'est ce qui a été dit par Denis tout à l'heure, c'est très fort, c'est quelqu'un qui fait face à plein de choses, c'est quelqu'un qui est créatif, c'est quelqu'un qui est dans l'adaptabilité permanente, donc c'est quelqu'un qui va pouvoir faire face à des situations de crise, c'est quelqu'un qui va être capable aussi d'avoir des facultés hors normes sur tout ce qui va être coordination, parce qu'on sait tous très bien que quand on maintient quelqu'un au domicile et qu'on est obligé de coordonner une foule d'intervenants, c'est très compliqué, c'est un casse-tête. Et au bout d'un moment, on se retrouve dans une situation où on se dit, mais en fait, je suis DRH d'une entreprise, quoi. Donc tout ça, sont des choses qui sont abordées dans le référentiel. Et surtout, ce qu'on a voulu, c'est avoir un guide, quelque chose qui soit un manuel simple d'utilisation pour dire au RH, quand tu as un entretien de recrutement, tu peux utiliser ces compétences et voilà la façon dont tu peux utiliser le référentiel. Quand tu fais un bilan annuel, quand il y a un salarié qui fait un bilan annuel avec son manager, voilà comment on pourrait utiliser ces compétences, etc. Et de ce fait, moi je pense que c'est un outil très fort. Il y a un QR code, je pense, qui apparaît, peut-être, oui, vous pourrez le télécharger. Et surtout, je vous demande de le diffuser et de faire en sorte qu'il y ait plein de RH et de personnes dans les entreprises qui se l'approprient. Ça peut être aussi un document qui peut être super intéressant pour des managers, parce que connaître les compétences d'un aidant, ça peut être super intéressant au niveau management et en termes de réalisation des objectifs. Je voudrais vous lire un mail que j'ai reçu il y a quelques semaines d'une DRH de l'URSSAF qui a participé au groupe de travail et qui vous donne un résultat tangible en fait de ce qui a pu être fait à partir de ce référentiel. Donc récemment, l'URSSAF a expérimenté l'utilisation d'un auto-questionnaire dérivé de ce référentiel pour ses 91 salariés aidants. Et les retours ont été extrêmement positifs. Un salarié a même partagé le sentiment que cet outil permet de mettre en lumière le positif et les bénéfices de l'accompagnement d'un proche, soulignant ainsi que l'aidance, bien que difficile, est aussi une source de richesse humaine. Grâce à cette initiative, l'URSSAF a pu faire évoluer ses procédures au niveau national en intégrant le sujet de l'aidance dans les formulaires d'entretien annuels et professionnels. Cela a pour but de provoquer un échange sur cette thématique dans le cadre de la conciliation vie pro-vie perso entre le manager et le salarié. Cela montre qu'il est possible de passer de la théorie à la pratique et d'intégrer concrètement le sujet dans la vie de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est QFD. Donc, c'est déjà un premier résultat tangible, on va dire, avec ce référentiel. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. Il y a eu un article sur le référentiel dans le magazine de la NDRH cet été. Et le but, c'est aussi que ce référentiel y vive, qu'au fur et à mesure de l'appropriation des DRH, qu'il y ait des DRH qui nous proposent de faire évoluer le référentiel, de l'améliorer et de nous donner des retours d'expérience, surtout sur ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est une petite pierre à l'édifice, mais on essaye de travailler justement à partir d'un outil comme ça de façon très habile, très souple, en se disant, s'il y a une fenêtre de tir et qu'on peut arriver à sensibiliser cette catégorie de personnes qui sont quand même cruciales dans l'entreprise pour traiter le sujet, ça peut être gagné par des outils comme ça.
Merci Pierre. Et on retient la piste effectivement de l'entretien annuel d'évaluation qui normalement est une obligation dans les entreprises et qui du coup peut être l'opportunité de façon systématique d'aborder le sujet et d'ouvrir une porte pour la déclaration en fait, de sa situation. Et effectivement, ça paraît tout à fait pragmatique. Oui, bien sûr. Moi, j'ai eu un entretien d'évaluation il y a 15 ans, plus de 15 ans, quand j'ai accompagné mon père dans une grosse entreprise dont je tairai le nom, mais pas par honte, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà. Et en fait, cette entreprise, voilà, j'ai eu mon entretien, mais j'étais en plein accompagnement de fin de vie de mon père. Et ça a été une catastrophe, parce que la personne, elle m'a défoncé sur mes objectifs. C'était pas le moment, et je suis tombé en pleurs, je suis sorti, j'ai claqué la porte. Bon, heureusement, dans cette histoire-là, quand je suis parti dans le couloir, elle m'a rattrapé, ma manager. Et à ce moment-là, il y avait le directeur marketing qui passait. Et le directeur marketing m'a pris dans son bureau. Il m'a dit, bon, qu'est-ce qui se passe, machin. Je lui explique. Il me dit, t'inquiète pas, tu vas voir ton papa. Il est en fin de vie. Ok, je comprends. Il y a zéro problème. Je vais aller voir ta manager. On va en parler. Tout ça pour dire que... moi, après réflexion, au bout de 15 ans, au départ, moi, je m'étais victimisé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi le fautif, parce que j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé. Et en fait, si j'en avais parlé, peut-être que ma manager, elle l'aurait pris sous un autre angle, l'entretien. Et ça aurait été complètement différent. Mais là, elle savait rien du tout de la situation. Et pourquoi je raconte ça ? Pour le raccrocher à ce référentiel, c'est que quand on connaît les compétences d'un aidant, quand on connaît ses contraintes, si on a un référentiel comme ça de valeur en tant que manager, ça peut être quelque chose vraiment d'aidant pour apporter de la reliance justement dans l'entretien. Oui, ça ramène aussi au sujet qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait qu'on s'attend moins à avoir un homme aidant aussi qu'une femme aidante, et peut-être que les hommes encore plus que les femmes peuvent avoir parfois des difficultés à exprimer. Oui, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est on dit 60%, mais en réalité, il y en a sans doute beaucoup plus. Mais voilà, ça souligne aussi ce sujet-là. Je vais donner la parole à Pierre-Yves. Pierre-Yves, qui est le fondateur du cabinet Régénération, un cabinet qui intervient sur le développement des compétences, mais aussi sur le dialogue social, le sujet qui sont extrêmement en lien avec les danses. Pierre-Yves, comment vous adressez justement le sujet de l'aidance ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et une autre question bonus, à votre avis, comment on peut convaincre les employeurs que les compétences des aidants sont un atout pour l'entreprise ? Merci beaucoup. J'ai combien de temps pour répondre ? 3 minutes. Non, on m'avait dit 8. Le défi va être, je vais le relever, de tenir en 8 minutes. Déjà, je voulais vous dire que moi, je me suis délecté de tous ces témoignages, tous ces outils, toutes ces choses expérimentées, toutes ces choses testées. Au-delà de me délecter également du goûter, et merci beaucoup. Et surtout, merci à vous d'avoir organisé ce colloque. Je suis ravi d'être présent. Pour répondre à vos 2 questions, j'ai envie de vous expliquer pourquoi j'en suis venu à m'interroger à la question de la compétence des aidants. Et pour ça, je vais vous expliquer un tout petit bout de ma vie très rapide. Moi, j'ai un parcours de DRH. J'ai été DRH très longtemps dans l'industrie de haute technologie. Et j'ai à la fois été DRH et en même temps directeur du développement professionnel. Donc la compétence, c'est pour moi un maître mot. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de dialogue social et j'ai trouvé que les échanges dans la dernière table ronde étaient assez intéressants pour adresser cette question notamment de compétences. Et pour moi, l'aidant, c'est aussi synonyme de finalement dialogue social dans l'entreprise. J'aurais bien aimé aller plus loin dans le débat, mais peut-être on le fera autour d'un pot tout à l'heure. Pour en revenir à mon histoire personnelle, j'ai été très longtemps DRH. J'ai très longtemps travaillé sur les questions de marque employeur, de diversité, d'intégration du handicap dans l'entreprise. Finalement, on parlait très très peu de la question de l'aidance. Et pour autant, de manière un peu artisanale, c'était des sujets qu'on était amenés à traiter, malgré nous, parce qu'à un moment, ça devenait un problème déjà pour l'aidant, pour l'équipe, pour les collègues, pour les managers, et finalement un problème collectif. Et dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'on a parlé aussi d'une notion qui est fascinante pour moi, c'est celle de l'altérité. Et quand j'étais DRH, j'ai trouvé que finalement l'altérité, si on en cherche la racine, ça signifie quoi ? C'est finalement s'intéresser à l'autre. Or, la compétence, c'est un référentiel qui est créé dans l'entreprise, mais finalement, personne n'est propriétaire de sa compétence. Il y a des questions de transfert de compétences, des questions de développement de compétences, des questions
quelquefois de recrutement, comment on va aller chercher à l'extérieur. Et puis dans une entreprise, il y a des entrées, des sorties, des allées, des venues, toutes ces choses qui forment en fait un écosystème. Et dans mon histoire personnelle, je n'avais pas forcément cette vision-là, moi, de l'importance de la compétence développée par les aidants. Mais il se trouve que dans ma vie, il y a quelques années, j'ai été victime de très graves problèmes de santé. Je suis un peu revenu d'entre les morts. Et ça a un peu changé mon regard sur toutes ces choses-là. Déjà, j'ai commencé par faire quoi? J'ai quitté ce poste de DRH en me disant, finalement, j'ai envie de donner un sens. Et j'ai entendu parler du sens tout à l'heure. J'ai envie de donner un sens nouveau et différent à ma carrière. Et donc, j'ai fondé cette entreprise qui s'appelle Régénération. Je pense que l'appellation est assez parlante, à titre perso, mais aussi au regard du fait que j'ai souhaité m'intéresser à la question, dans un premier temps, des personnes qui avaient eu comme moi, et je crois que quelqu'un, où tu le disais tout à l'heure, finalement, il faut vivre les choses pour les comprendre. Et j'ai souhaité m'intéresser à la question de comment accompagner toutes ces personnes qui avaient rencontré un problème de santé assez grave dans leur vie, alors même qu'ils sont finalement actifs au niveau du travail. Et la question m'a amené à me dire, mais finalement, ce retentissement, ce tsunami que vous pouvez avoir dans votre vie, quelles conséquences il peut avoir sur l'être que vous êtes au moment présent dans l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que finalement les compétences que j'avais développées, à la fois de savoir-faire mais de savoir-être, de posture, est-ce que finalement ce n'est pas des choses qui sont peut-être devenues un peu caduques et qui appartiennent à mon passé? Peut-être pas. Et comment est-ce que ces choses-là, je vais pouvoir en fait en faire une photographie pour savoir de cet accident de santé, en quoi est-ce que finalement je peux en faire quelque chose, soit au profit de mon poste, de mon développement, ou finalement dans l'entreprise. Donc je me suis posé cette question-là. Et donc on a beaucoup travaillé avec des médicaux et paramédicaux, à se dire, mais finalement dans les cabinets, on entend beaucoup les personnes nous parler de leurs problématiques de rapport au travail, de compétences, de peur de pouvoir échanger, de partager sur ma problématique de santé. Et qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment je peux dialoguer? Comment je peux échanger dans l'entreprise? Mais pour en faire quelque chose. Donc déjà, premier élément, c'est celui de la peur. Donc je crois que travailler sur la qualité de la relation au travail, c'est important, ça concerne tout le monde à un moment dans sa vie. Et puis le deuxième sujet, ça a été de se dire, on a pris en charge énormément, on a développé des accompagnements en termes d'identification des compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle, mais aussi quelquefois acquises a posteriori de l'accident de santé, et savoir qu'est-ce qu'on en fait dans une logique de trajectoire professionnelle. Et je crois que quelqu'un parlait de sens tout à l'heure aussi et de cheminement. Donc on a travaillé dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui existait. Ça a plutôt très bien fonctionné. Et on s'est rendu compte, et c'est là où je voulais en venir, on s'est rendu compte, par effet de ricochet, que ces mêmes personnes qui avaient des problématiques de santé, ils étaient aidés à la maison. Et on s'est rendu compte que les aidants, des personnes que nous accompagnions dans leur maintien, au retour à l'emploi, ou réorientation, ou changement professionnel, elles aussi, elles étaient concernées. Et donc l'idée, ça a été de nous dire, mais finalement, est-ce que de l'aidance, parce que le dénominateur commun à tout ça, c'est à un moment une problématique de santé, qu'elle nous touche nous personnellement ou qu'elle touche notre proche, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on peut l'identifier? Et comment on va travailler? J'entendais tout à l'heure ce que vous disiez, on n'a pas forcément été, et on aurait rêvé d'être accompagné dans ce cheminement-là, lorsque, comme un problème de santé, le problème de santé, c'est pour ça que je parle beaucoup d'effet de ricochet, de la personne aidée, finalement, elle a le même effet de tsunami que vous avez quand vous-même vous êtes atteint d'un problème de santé, sauf que vous multipliez par 2, puisque en plus, vous devez accompagner la personne. Vous voyez, donc l'idée était de travailler sur ces questions-là. Et du coup, j'ai perdu un peu, il y avait une question. Oui. Oui. Et donc, ce qu'on a développé et ce qu'on développe, en fait, pour les aidants, c'est une prise en charge, en fait. Il y a 3 sujets. Quand l'aidance survient, première chose, c'est comment j'en parle avec mon employeur. Vous savez, on est tous animés des pensées limitantes, j'en ai entendu tout à l'heure. Je vais quand même pas en parler, des fois que. On va peut-être me prêter des intentions mauvaises, on va peut-être me juger. C'est contraignant finalement d'en parler. Donc déjà, c'est de commencer dans un premier temps à accompagner l'individu, et je crois beaucoup en fait à l'accompagnement individuel et un peu sur mesure, et même complètement sur mesure. Parce que finalement, chacun et chaque histoire est singulière, de prendre en compte finalement quelle est l'histoire de l'aidance. Et chaque situation est quand même différente. Elle est vécue à des degrés différents. Elle est vécue de manière très personnelle.
Et comment on peut faire ça en dehors du cadre de l'entreprise ou dans l'entreprise. Et j'aurais deux exemples à vous partager pour que ce soit assez concret. Et l'idée de se dire, comment j'en suis arrivé ici? Quels sont les bénéfices que j'en retire? Quelles conséquences ça peut avoir en termes de valeurs intrinsèques, de valeurs professionnelles, de valeurs, vous parliez tout à l'heure des valeurs portées dans l'entreprise. Est-ce que finalement je suis toujours en alignement ou pas? Et comment est-ce qu'ensuite je vais extraire toutes ces compétences que j'ai pu développer à l'occasion des danses? Et c'est vrai que des notions de référentiel comme vous développez, ça vient des choses extrêmement intéressantes. J'ai envie de vous dire qu'on travaille le référentiel de chaque personne accompagnée. Quelles sont les compétences qu'elle a pu développer et quelles sont les compétences universelles, c'est-à-dire celles qu'on va pouvoir utiliser de manière à pouvoir les capitaliser dessus et les retransmettre ensuite dans le cadre d'un projet professionnel futur. Deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on va ensuite regarder le moment de vie de la personne. Parce que c'est bien de faire un bilan de compétences. C'est bien de faire l'inventaire des compétences. C'est encore mieux d'extraire celles qui sont issues des danses et de se dire, à l'échelle de ma vie, est-ce qu'il n'y a pas aussi de vie en dehors du travail? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont évolué? C'est-à-dire que peut-être que ma situation des danses, vous parliez tout à l'heure des questions de temps de travail, de toutes ces questions-là, d'organisation personnelle, de télétravail, de toutes ces questions qui font que pour que je sois bien dans mon poste, il faut aussi que ça soit un peu en adéquation avec la personne que je suis. Et je crois qu'il y a aussi un énorme travail à faire d'accompagnement sur le deuil de la compétence, en fait, que j'ai peut-être, que je ne peux plus exercer. Et oui, c'est un énorme travail, un énorme cheminement à faire sur ces questions-là. Et ensuite, d'aller travailler dans un troisième temps sur quels sont les secteurs, les métiers, les activités. Donc là, on peut utiliser tous ces outils de référentiel, de cartographie, vers lesquels je peux me projeter au regard de ces compétences que j'ai extraites, finalement, de mon expérience des dents. Oui, c'est très difficile en 8 minutes de vous expliquer dans le détail, mais vous expliquer un petit peu le cheminement qui fonctionne plutôt très bien. Je veux juste vous donner 2 exemples, très rapidement. Un premier exemple, c'est celui de Cécile, que nous avons accompagnée. Cécile, c'est une jeune maman qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et qui, d'un coup, se retrouve à avoir des jumeaux. Et 3 mois après la naissance de ses jumeaux, la petite fille est atteinte d'une leucémie infantile. Et on se rend compte, donc elle est traitée, la petite fille, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, elle va très bien. Simplement, cette maman, elle a complètement arrêté son activité professionnelle pour se consacrer à l'accompagnement de sa petite fille. Et puis, deuxième sujet, c'est que le petit jumeau, on s'est rendu compte que dans son développement, en fait, il a développé des troubles autistiques qui ont fait que, rebelote, deuxième combat à mener. Et Cécile, en fait, elle a été prise dans un espèce de tourbillon où en fait elle n'a pas associé c'est ce qu'elle dit a posteriori, j'ai pas associé mon entreprise, j'ai été pris dans des choses bien légitimes, tout l'accompagnement médical. Elle s'est complètement extraite, c'est ce qu'elle m'a expliqué, j'ai eu l'impression d'être en dehors de la situation et d'être mise au service de mes enfants, et c'était pas moins légitime, mais j'en ai pas parlé à l'employeur. Et puis au bout de 3 ans, la Sécu s'est rappelée à son bon souvenir et quid de votre avenir professionnel. Et là, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? En tout cas, ce qu'elle savait, c'est que de son aidance, elle ne souhaitait absolument plus exercer le métier qu'elle exerçait, pour lequel elle était plutôt reconnue comme quelqu'un de très performante et très professionnel sur son métier. Alors là, elle a été prise en charge, on l'a accompagnée à titre personnel dans le cadre d'un bilan de compétences, et on l'a accompagnée à restaurer le dialogue avec son entreprise. Ce qui a permis, en fait, c'est traduit par une rupture conventionnelle, mais qui a permis, en fait, à cette personne de ressortir avec un projet professionnel très clair. Aujourd'hui, elle se reconvertit dans un domaine qui n'est pas celui du soin, de l'accompagnement de l'autre, mais qui est celui de travailler sur de la confection. Elle fabrique des meubles et ce genre de choses. Et j'ai un deuxième exemple, qui est celui d'Alexandre. Lui, c'est différent. Lui, il a fait le choix d'en parler à son entreprise. Il a été plutôt aidant d'une personne, donc il bosse dans une grosse boîte d'assurance. Et pour le coup, son entreprise a dit non, mais de toute façon, vous avez multiplié un certain nombre de jours d'arrêt maladie. Et nous, on est capable de calculer combien ça nous coûte votre absence. Le remplacement, la discontinuité parce que vous avez des arrêts de plus ou moins longue durée, toutes ces choses-là, les RH savent un peu quelquefois calculer ça. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vous accompagner dans le cadre de votre projet professionnel à faire ce bilan de compétences. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller chercher quelles sont des compétences qui peuvent répondre justement à notre référentiel interne et peut-être vous accompagner dans vos trajectoires de réorientation. Et oui, c'est aussi un contre-exemple qui va même à dire que là, pour le coup,
On a un RH et un collaborateur parce qu'il se sentait en fait dans un cadre de sécurité à pouvoir partager sur son statut d'aidant, sur ce qu'il entreprenait à l'extérieur, qui était en mesure finalement d'accepter d'accompagner en fait cette personne dans le cadre d'un bilan de compétences. Et aujourd'hui, l'entreprise est plutôt accompagnante. Et ce qui m'amène à dire aussi, ce DRH, parce que j'ai un peu échangé avec lui, c'est que ce DRH, il a aussi envie de, entre guillemets, capitaliser sur cette expérience. Alors c'est peut-être une des clés pour répondre à la question bonus, mais de manière à en faire un vrai levier de dialogue social avec ses partenaires sociaux. Et je crois que toutes ces questions-là touchent à la marque employeur, touchent aussi à des questions de solidarité qui sont beaucoup attendues dans l'entreprise, touchent à ce que, je vous regarde, mais ce que vous partagez, finalement il y a des entreprises, si elles communiquent, parce que je crois que c'est comment on rend aussi accessible l'information, on a peut-être envie d'y rester, on a envie de s'y engager, on a envie de partager, on a envie, enfin vous voyez, toutes ces questions-là. Et puis dernier point que je voulais dire, moi je me suis beaucoup occupé il y a plusieurs années du handicap. Alors c'était le truc, il y avait en plus une obligation qui pesait sur les employeurs d'avoir 6% de leurs effectifs, sinon vous deviez verser, c'est toujours, oui, je parle au passé, mais c'est toujours. Mais il y avait en fait cette, il faut le dire, cette carotte entre guillemets qui amenait les entreprises à mettre en œuvre des dispositifs. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que mais finalement, je m'étais rendu compte que ça servait à quoi d'aller chercher des personnes en situation de handicap à l'extérieur. Ça servait bien sûr à quelque chose et pour ces personnes-là, mais si on ne se préoccupait pas déjà de nos propres collaborateurs. Et l'idée de mettre en valeur un référentiel de compétences, moi j'y crois beaucoup, dans l'entreprise, pour dire on sait que dans une logique de parcours professionnel ou d'entretien de développement pro ou d'entretien d'évaluation, on va être en mesure d'identifier des compétences un peu dites universelles, acquises par des aidants, et qu'on va pouvoir vous aider et vous accompagner sur ces questions-là de trajectoire professionnelle. Alors oui, je pense qu'on a un levier majeur et important déjà dans nos propres entreprises de personnes concernées. Et je crois que c'est l'effet aussi, l'effet un petit peu boule de neige, qui est de pouvoir communiquer en fait avec ses partenaires sociaux. Ils ont un rôle clé à jouer aussi sur ces questions-là. Excusez-moi, je vais intervenir en tant que gardien du temps. Ah pardon, Et, je suis très bavard. Ouais, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Merci Pierre-Yves. On va passer maintenant du côté des compétences qui sont mises au service de la société civile en fait, avec Laetitia et Olivier qui vont nous parler de leur parcours. Laetitia, vous êtes mère aidante de vos 2 enfants. Après avoir quitté une entreprise qui vous avait, selon vos termes, mise au placard, vous avez décidé de militer dans le champ associatif dans un premier temps avec Trisomie Normandie. Puis vous avez participé à la création d'un restaurant inclusif et créé une entreprise qui s'appelle Ouais et alors, qui propose des vêtements pour les enfants en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé pour faire de votre expérience d'aidant un business et en quoi ce projet peut faire bouger les lignes? Et enfin, est-ce que vous recommanderiez à d'autres aidants de mettre leurs compétences d'aidant au service de la société? Bonjour à tous, merci pour votre introduction. Donc effectivement, je suis maman d'une petite fille qui a une trisomie 21 et d'un garçon qui a des troubles du spectre autistique. Et ma vie a eu un point de bascule dès lors que je suis tombée enceinte de ma fille. Mon fils avait 2 ans et demi. Et en quelques mois, j'ai appris et la trisomie de ma fille au 6e mois de grossesse et l'autisme de mon fils qui suivait. Et il a fallu avancer et puis essayer de voir l'horizon avec confiance. Sauf que dans tout ça, j'ai eu la malchance aussi de faire face à des employeurs qui ne se sont pas montrés conciliants du tout et qui ont voulu intervenir dans mon choix de grossesse. Et quand je suis revenue à ma place au travail, mes affaires étaient mises au pied et j'avais une remplaçante pour occuper mon bureau. Donc ça a été très violent parce que poursuivre la voie pro, pour moi, c'était vraiment la seule chose qui me gardait dans une vie normale. Et j'en avais extrêmement besoin. Et finalement, donc, ça a été très violent. Et puis ça a été une longue descente aux enfers. Et il a fallu se reconstruire. Et moi qui suis courageuse et assez ambitieuse, j'avais repris des études assez tard pour pouvoir changer de job. J'ai fait 6 ans en pharmacie en tant que préparatrice et j'avais repris un BTS puis une licence. Donc là, de me retrouver mise au placard comme ça a été très violent. Et au final, pendant ce temps où je broyais du noir, on va dire, j'ai eu besoin de me reconstruire parce que la valeur courage est très importante. Et au final,
de me sentir inutile et à la fois je me sentais aussi jugée. J'avais besoin de me rendre utile. Donc j'ai rejoint le milieu associatif d'abord comme ça, par curiosité, parce que aussi pendant le cours de ma grossesse, je m'étais rapprochée d'eux pour avoir des réponses sur le handicap de ma fille notamment. Et puis je me suis aperçue finalement par la bascule de mes enfants que j'avais mis les pieds dans un monde complètement différent et qu'il y avait énormément de choses à faire. Donc je me suis rendue utile sur le plan de l'associatif et je suis devenue depuis la vice-présidente de Trisomie Normandie 21, avec laquelle on a cofondé un restaurant inclusif sur Rouen où on emploie 12 personnes en situation de handicap sur nos 16 collaborateurs. Et en parallèle de ça, je menais ma petite vie avec le père de mes enfants et mes enfants. Et en fait, j'ai aussi fait la bascule entre une vie où on passe inaperçu et une vie où d'un coup, on supporte le poids du regard des gens. Et j'en ai eu assez, en fait, de à la fois être confrontée au handicap visible de ma fille, donc avec des regards insistants. Il y a les bienveillants, mais il y a ceux qui le sont beaucoup moins. Les jugements, les phrases indélicates, et aussi la même chose, mais sur le handicap invisible de ma fille, où là, on fait vite un raccourci envers une éducation, etc. Donc, tout ceci m'a amené à emmagasiner pas mal de colère, et à un moment donné, il y a eu vraiment un instant clé où quelqu'un a dévisagé ma fille qui était petite, on était à la piscine, et cette personne l'a dévisagée, j'avais le sentiment que c'était vraiment comme une bête de foie. Et il est ressorti avec sa femme et ils se sont retournés, etc. et commenté son existence. Et en fait, j'ai eu à cet instant eu envie d'hurler et de couper court à ce moment désagréable. Mais évidemment, avec mes enfants autour, je ne pouvais pas. Et en fait, quand j'ai ramené cette anecdote au père de mes enfants, on a plaisanté en se disant « mais on va y écrire dessus ce qu'on pense ». Et puis, les gens vont tourner les talons quand ils livreront les propos en comprenant que leurs regards sont captés. Et en fait, d'une blague, on s'est dit, mais finalement, il y a plein de gens comme nous, quoi, que ce soit pour le handicap, pour n'importe quelle différence. On peut très vite nous mettre dans une case, des étiquettes sur le front, et puis si on ne rentre pas dans la norme, être stigmatisé et mis de côté. Et il faut vite se battre pour beaucoup de choses. Et en fait, de ce constat-là, je me suis dit, mais en fait, on pourrait en faire un vrai projet. Et j'étais en pleine dépression, mais du coup, reconstruction pro aussi. Et ça a amené à créer cette marque. Donc, j'en ai fait une marque de vêtements engagée pour l'inclusivité, la première marque engagée pour l'acceptation de toutes les différences, qui n'est pas que pour les enfants d'ailleurs, qui est aussi pour les adultes. Et l'idée, en fait, à travers cette marque, c'était vraiment d'aller bousculer un peu la société existante, d'aller faire prendre conscience du poids du regard des gens. À la fois aussi de créer un lien entre les personnes qui supportent ces regards et puis ceux qui sont dans l'interrogation, parfois maladroite. Et finalement, j'ai des témoignages de certains clients qui m'ont ramené des anecdotes où je me dis ça marche en fait. J'ai une anecdote notamment d'un client qui arrivait en codir et face aux dirigeants où du coup le dress code était costard-cravate. Et il arrivait avec un sweat way alors et tout le monde l'a regardé en mode tu nous provoques. Et finalement, en fait, il a livré son histoire de vie avec sa fille âgée de 15 ans qui avait une mutation génétique, etc. Enfin, avec un lourd suivi derrière qui a impacté toute sa vie, mais où il n'avait jamais parlé de ça au sein de la société. Et du coup, c'est un peu comme un trait d'union finalement. Et dès lors que les gens comprennent ce qu'il y a derrière cette marque, l'idée c'est vraiment d'aller marquer les esprits, d'aller du coup bousculer la société de partout, et puis d'embarquer avec une marque qui représente des valeurs fortes tout le monde, que ce soit j'interviens dans des écoles pour sensibiliser sur l'acceptation des différences en parlant du harcèlement scolaire, ça commence ici. Je vais dans les entreprises pour expliquer aussi qu'on peut toucher le fond et remonter avec des projets inspirants. Et puis en fait, je vais partout où je peux porter ce message. Et j'ai choisi d'en faire un business, entre guillemets, c'était le propos, que je ne vois pas comme un business, justement. Enfin, moi, clairement, c'est devenu... on va dire que cette vie complètement atypique m'a amené à trouver ma mission de vie. J'ai l'impression d'être passée d'une vie ordinaire sans vraiment grand but dans ma vie à une vie hyper investie d'une mission où j'ai envie d'aller pousser toutes les portes qui se ferment et aller bousculer les mentalités.
Et de là, du coup, je prends ça plutôt comme une chance. Et j'ai choisi d'en faire une entreprise et non pas une association parce que j'étais déjà pas très investie dans le milieu associatif par le biais du restaurant que je continue toujours de gérer la communication et cette association. Et j'avais aussi envie de faire un peu ce petit pied de nez à ce qui s'est produit dans ma vie en allant montrer qu'on peut être femme, mère d'enfant, enfin mère de famille et parents d'enfants en situation de handicap et avoir un projet qui porte des valeurs et qu'on n'est pas obligé de faire un projet justement où les valeurs... Enfin, souvent on associe ce genre de valeurs à l'associatif. Et je trouve ça vraiment dommage dans le sens où on peut aller faire un projet qui va pas apporter grand-chose, voire nuire vraiment à la planète et finalement pas se poser de questions. Et dès lors qu'on fait quelque chose qui a des actions, qui a un cercle de valeurs vertueux, on va nous interroger. Et j'avais aussi envie de bousculer à ce niveau-là. Merci Laetitia. Ça fait une excellente transition avec Olivier, effectivement, qui nous a confié aussi que voilà, la rage, un petit peu, la colère a été un grand moteur dans ce projet. Olivier, vous êtes père aidant, et pour aider à l'insertion professionnelle de votre fils, ce n'est pas une, mais 3 structures que vous avez créées et qui constituent, comme vous le dites, un écosystème. Donc vous avez dit que votre moteur a été la colère et l'injustice. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet et sur, effectivement, on va revenir sur la question de la possibilité de gagner sa vie avec un projet plein de sens. Alors, moi aussi, j'étais en colère, comme papa d'un enfant autiste. Mais pas parce qu'on le regardait mal dans la rue. Moi, ça ne me choquait pas vraiment, ça ne me gênait pas du tout, même. Parce que je vivais tellement en fusion avec mon fils que quel que soit l'endroit, quelles que soient les personnes autour, ça n'avait pas d'importance. Donc j'accordais 0 importance aux gens autour de moi. En revanche, ma femme, ça l'a vraiment marqué. Donc elle me disait le soir, t'as vu les gens dans la rue, comment ils ont regardé? Je n'ai même pas vu du tout, quoi. Donc c'est pas ça qui m'a choqué, moi. Moi, c'est quand il a eu 14 ans, qu'il sort de l'école, parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, et il ne sait pas parler non plus. Il se retrouve à la maison, on a des cadres, ma femme et moi, dans des grands groupes. Donc on avait de quoi payer quelqu'un à domicile temps plein pour s'occuper de lui, donc tant mieux. Mais l'argent ne résout pas tout. Et notre enfant, il a commencé à montrer que ne pas voir d'enfant à 14 ans et voir que ses frères et sœurs toute la journée, enfin le soir quand ils reviennent, ou les parents, c'était pas suffisant. Donc il regarde en boucle des vidéos de suicide. Et moi, j'ai arrêté ma carrière. Voilà. Donc ça, c'était il y a 5 ans, 2019. Et puis, je me suis posé la question de comment on en arrive là. C'est à ce moment-là, en fait, que j'ai senti qu'il y avait une grosse fracture, une injustice par rapport à notre soi-disant société avancée, évoluée, qui, en fait, n'intègre pas tout le monde. Et ben, certains d'entre eux sont sur le bas-côté. Et s'ils sont sur le bas-côté, des fois, il ne se passe plus rien pour eux. Pas d'avenir, pas de vie. À 14 ans, c'est là où j'ai senti qu'il y avait une énorme injustice. Moi qui avais vécu une enfance extrêmement lumineuse, heureuse, en toute innocence, avec plein de rêves, j'avais plein d'envies, eh bien c'était plus possible pour mon fils. Bam, plus d'enfance. Et la vie s'arrête. C'est comme s'il était mort avant même d'avoir eu une vie. Voilà, on peut ressentir quand même toute la colère et la rage, et là c'est devenu très fort. Je suis plutôt dans la partie, je fais travailler mon cerveau pendant 20 ans. Et là, c'est pas à ce niveau-là que c'était un problème, c'était au niveau des tripes. Il y avait un gros bug dans les tripes. Et puis, ça a remonté, enfin, c'est le cœur qui était meurtri, ça redescend dans les tripes. Et puis après, il y avait une rage et une colère qui s'est matérialisée avec l'idée que c'est quand même assez fondamentalement injuste qu'une partie de nos enfants n'ait pas accès à la vie, quoi, tout simplement. Et je voulais l'exprimer. Donc j'ai eu l'idée de pouvoir construire un projet qui a pour ambition de construire un avenir pour des enfants différents comme mon fils, puisqu'on n'était pas les seuls. Il y avait plein d'autres milliers de familles comme nous qui attendaient une place dans une école. Et puis nous, ça faisait 10 ans qu'on était en liste d'attente dans des structures IME. 10 ans. 10 ans. Chaque année, non, il n'y a pas de place. Bon, comme on avait l'argent, du coup, ça, et qu'il était à l'école avec une AVS, donc ça allait.
jusqu'au jour où ça bascule. Il n'y a plus rien. Et donc de construire un avenir pour tous ces jeunes-là, parce qu'après quand on reprend les chiffres, on se dit mais c'est marrant, parce que 2% de la population sont des autistes, 1,2 million. Personnes trisomiques, effectivement, quelques centaines de milliers, 200 000 à peu près. Puis après, il y a plein de handicaps cognitifs mentaux qui empêchent de suivre la scolarité avec tous les autres, hein, donc des dyspraxiques, des multidys, 800 000 à peu près. Voilà, ça faisait quand même un nombre significatif de personnes qu'on pouvait ne pas considérer en fait autour de nous dans notre société. Donc cette injustice-là, il fallait que je la combatte d'une manière ou d'une autre. Et donc j'ai eu l'idée de pouvoir construire un processus, on va dire, d'inclusion en partant du constat de l'exclusion et de creuser pour quelles raisons on en arrivait là. Alors le constat c'est on a peur de la différence tous là, les uns les autres. Tout ce qui est trop différent, ça fait peur. On a quelques exemples en tant que parents, mais on peut élargir à beaucoup plus que ça, toutes les différences de fonctionnement, de façon de percevoir les choses, de parler ou autre. Quelque part, si on creuse un peu, ça fait un petit peu peur aux gens. Donc on essaie de se rassurer en étant le plus proche de gens qui nous ressemblent, quoi. Mais tous ceux qui ne sont pas tout à fait comme nous, ça pose un petit souci. Et c'est des biais cognitifs parce que des fois, on ne va même pas se le dire, on ne va même pas le percevoir. Donc c'est juste, on le remarque en société, on le remarque. Et là, c'est une remarque très claire, quoi. Il y a une exclusion. Et donc, je voulais porter cette rage-là avec un projet qui les mette en lumière, ces jeunes, avec l'idée qu'ils sont capables de faire le meilleur. Voilà. Personne n'en veut, moi je vais les faire travailler et leur travail va faire le meilleur. Voilà. Donc vous voyez le grand écart, absolu. Parce que je me dis, quitte à faire une démonstration, il faut qu'on fasse une démonstration royale, quoi. Donc c'est soit ça marche, soit on crève, en gros, hein. Et donc est venue la première idée du projet, c'était de faire Biscornu. Donc Biscornu, c'est une entreprise, c'est un traiteur événementiel, puisque donc ces traiteurs ont fait des cocktails événementiels pour des entreprises, des dîners assis, voilà. Et donc, de faire le meilleur dans ce domaine-là, ça me semblait une bonne idée, après avoir fait plein d'autres modèles économiques en analyse, parce que c'est de la restauration et qu'on a tous besoin de manger matin, midi et soir. Donc c'est universel, et ce qui permet de parler à tout le monde. Voilà, tout le monde a besoin de manger, donc on peut vite faire un parallèle avec ce que tout le monde vit, quoi, hein. Et ça permet de toucher le plus de monde aussi, plutôt que des vêtements, des meubles ou plein d'autres trucs qu'on aurait pu fabriquer. Mais la restauration, c'est quelque chose qui est universel. Première chose. Deuxième chose, ça embarque des valeurs de solidarité. On partage un bon repas, on partage un bon moment. Donc si c'est nos enfants, très différents, qui régalent les gens, intrinsèquement, dans l'esprit des gens, on va associer l'idée que non seulement ils peuvent faire des choses, mais en plus c'est des bonnes choses. Des bonnes choses, donc ils sont bons, ils sont bien, etc. Et puis, ça me permettait une troisième opération, c'est que le nom biscornu vient des fruits et légumes biscornus, des fruits et légumes qui sortent du cadre. Et ça, c'était le parfait parallèle pour exprimer ma colère et ma rage, puisque personne ne dit il faut les jeter, nos enfants. Personne ne dit il faut jeter ces fruits et légumes biscornus. Hein ? Pour autant, ça représente 45% de la production agricole dans le monde, selon la FAO, donc la Fédération agricole mondiale. 45%, donc nous avons été collectivement suffisamment stupides pour enlever des forêts, mettre des champs, faire pousser des choses, et puis en fait, on en jette la moitié. Puis on se dit, tiens, comment faire pour pas polluer trop la planète ? C'est pour moi une illustration parfaite de cette aberration de fonctionnement normalisé de société. Personne n'a décidé il faut les mettre de côté, mais on le fait. Et pourquoi on en arrive là ? Parce qu'en fait, on a mis dans notre logiciel qu'une seule référence, un seul cap, un seul objectif, un seul, l'argent. Mais l'argent, c'est la règle du jeu, quoi. Les gens sont reconnus quand ils gagnent de l'argent, quand on a des biens. En fait, en ayant fait ça, en installant ce principe-là, on en arrive à sacrifier le bon sens, l'intérêt général. Et cet exemple-là, pour moi, était une parfaite illustration de ce qu'on faisait subir à des gens comme nos enfants. Personne n'a dit qu'il faut les mettre de côté. Et pour autant, comme il n'y a pas de chemin pour eux, ça revient à exclure. Voilà d'où est né Biscornu et la représentation de cette colère.
Mais, vous voyez, c'est pas en disant vous êtes tous nuls. C'est en voulant démontrer qu'ils peuvent faire le meilleur. Donc c'est une façon aussi de transformer un désespoir en espoir, vous comprenez bien. Et puis après, ça c'est la première étape de ce processus d'inclusion, parce que c'est juste une petite luciole. On ne fera pas grand-chose avec Biscornu, même si aujourd'hui il y a plus de 100 personnes, hein, ça fait 45 employés permanents, 65 serveurs qui viennent sur les événements. Mais même si ça grossit, vous voyez bien, par rapport à 2 millions, c'est rien du tout, quoi. Et puis en fait, c'est juste un message. Biscornu, c'est juste une façon de témoigner qu'il y a d'autres approches des entreprises, des modèles économiques. Et si jamais on pouvait construire des organisations qui servent à la fois des buts d'intérêt général, mais aussi des buts lucratifs, eh bien, ce serait quand même beaucoup plus sain pour nos générations futures. Donc c'est ça le modèle Biscornu. Et ensuite, une fois qu'on est rentré dans les entreprises, bah, c'est de dire au patron des entreprises, vous racontez sur votre site internet là, que vous faites de l'inclusion. Mais bah, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde, hein, d'autistes, de trisomiques dans vos organisations là. Moi, dans la mienne, précédemment, je faisais des avions, hein, donc il y a 5 ans. Enfin, de l'aluminium pour faire des avions, donc ça n'a un peu rien à voir. Hein. Mais il n'y avait pas beaucoup de jeunes comme ça, hein, il n'y avait aucun même. Et donc de dire, par contre, si vous voulez, on peut ouvrir la porte à construire ensemble ce chemin pour eux, dans vos propres organisations. Et donc, on s'est basé sur les expériences professionnelles de mes camarades de jeu du projet, qui ont fait comme moi des parcours dans des grandes entreprises pendant 20 ans, 25 ans, pour essayer de convaincre des entreprises de pouvoir ouvrir leurs portes, de nous laisser faire de l'ingénierie de poste, de façon à ce qu'on construise les conditions de succès de l'emploi de porteurs de trisomie, de porteurs d'autisme ou autres types de handicap cognitif et mental. Donc c'est l'objet de Chaméléon. Chaméléon, c'est comme des caméléons que sont nos enfants, qui doivent se fondre dans le décor des entreprises, et comme des chats que sont les entreprises qui doivent être agiles pour accueillir nos caméléons. Et le H du handicap. Donc Chaméléon, c'est ce cabinet qui vient diagnostiquer tout ce qu'ils peuvent faire et les conditions de succès pour le faire. Puis il manquait une structure qui là est une association qui s'appelle Affûté, qui est l'organisme de formation. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié dans les entreprises ce que les jeunes comme ça pourraient faire, après il faut les former, les emmener vers ces postes-là. Et donc c'est l'objet d'Affûté qui veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. L'acronyme Affûté exprime ce qu'on veut faire. On veut affûter les compétences de ces jeunes. Et pour ça, ça part du constat tout simple. Mon Alexandre, mon fils, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et il ne sait pas parler non plus. Par contre, à la maison, il s'est débarrassé de la vaisselle. Et en plus, il le fait bien. Et en plus, il le fait plusieurs fois d'affilée sans problème. Et c'est le seul de mes 3 enfants qui est content de le faire. Et il empile quand même pas mal de choses positives pour lui, quoi. On n'est pas d'accord? Eh bien ça, c'est le constat tout simple que nos enfants qui ne sont pas capables de suivre ce que demande l'école, ils sont quand même capables de faire des choses. Donc je tire tout simplement cette logique constatée à la maison, d'une manière professionnelle. Et donc depuis, la méthode qu'on utilise, c'est qu'on vient dans les entreprises, quelles qu'elles soient, de la restauration, de l'hôtellerie, du nettoyage, de la propreté, des services support, des avocats, enfin tout ce que vous voulez. Et puis on saucissonne tous les processus de travail en tâches élémentaires. Éplucher une carotte dans la restauration, c'est une tâche élémentaire. Saisir une note de frais en numérisation, c'est une tâche élémentaire. C'est des tâches qui vont être répétées et qu'on va pouvoir caractériser selon des axes de compétences ou d'aptitudes. Donc c'est un référentiel qu'on a créé nous aussi, pour essayer d'évaluer ce qu'il faut comme compétences pour faire quelque chose. Bon, on part de zéro, puis on dit, tiens, il faut savoir, dans certains cas, il faut savoir utiliser ses doigts. Dans d'autres cas, il faut savoir utiliser son corps, motricité physique. Dans d'autres cas encore, il faut savoir être habile socialement pour être en interaction avec des gens.
Et donc on a aujourd'hui, alors on est parti de 12 axes, aujourd'hui on est à 27. Parce que plus on y va, plus ça s'affine. Hein. Donc 27 axes qu'on note de 0 à 5 selon les besoins d'aptitude. Et puis après, tous les jeunes qui viennent chez nous, aujourd'hui il y a 600 jeunes qui sont dans le vivier d'AFUT, sur Lyon, sur Bordeaux, sur l'Île-de-France. Donc eh bien, chacun des jeunes, on va les profiler, on fait un profilage, comme profiler FBI, là. Donc on fait des questionnaires, et puis on recense sur la vie du quotidien. Il s'est tout seul. Eh bien, sur une motricité fine de 0 à 5, c'est lacet tout seul, c'est déjà 3. Il arrive à remplir une gourde d'eau au robinet tout seul. Eh ben, déjà, ça donne une indication sur la motricité, etc., etc. Donc sur la vie de tous les jours, ben, on pose plein de questions aux familles, et ça nous permet d'avoir exactement ce référentiel rempli. Et en fait, on fait un matching après. Une fois qu'on a après l'intelligence artificielle le fait tout seul, hein. On balance les notes de tous les jeunes, hein. Et puis en fait, aujourd'hui, il y a 1000 tâches élémentaires recensées dans ce qu'on fait avec les entreprises. 1000 tâches. Et bien sur ces 1000 tâches, il y a plein de profils différents. Il y en a où il y a besoin de lire, d'autres pas besoin de lire, etc., etc., etc. Et puis il y a juste, bingo, il y a Elliot, il correspond à ce que veut, par exemple, Carrefour. Alors on ne l'a pas encore fait avec Carrefour, mais c'est un appel, hein, s'il y a des gens de Carrefour ou de la distribution. Mais bref, tout le monde comprend, mettre en rayon des pas de barrière. Il n'y a pas besoin de savoir lire, pas besoin de savoir écrire, pas besoin de savoir parler. Il n'y a pas besoin vraiment de motricité fine. Par contre, la motricité globale, oui. Aller chercher ça dans le stock, se repérer visuellement au bon endroit, puis le mettre au bon endroit, quoi. Okay. Et donc, comme ça, on a aligné tous les besoins avec tous ces jeunes-là. Et donc, c'est que de la méthode. Hein. À défaut d'avoir quelque chose qui existait, on a essayé de construire une méthode qui s'adresse à des grosses entreprises dans des métiers en tension pour pouvoir offrir demain une solution au plus proche de toutes les familles qui ont besoin aussi d'avoir de l'espoir, comme nous, pour nos enfants, où qu'ils soient, parce que malheureusement, on est dans le cas où il n'y avait rien pour nous. Merci Olivier, on voit à quel point l'énergie de la colère peut changer le monde, quoi, parce que c'est déjà un sacré succès d'avoir réussi à transformer ça dans un projet. On a très peu de temps parce qu'on va bientôt terminer. On a le temps pour quelques questions. On a le temps pour quelques questions. Donc voilà, donc la parole est à vous dans le public. Oui, attendez, je vais passer la parole à Serge Lipao, qui est président de l'association des membres de l'Ordre du Mérite. Bonjour. J'étais très touché par l'ensemble des témoignages que je viens d'entendre. Alors, je n'ai pas assisté à tout, mais en tout cas, les 5 derniers. Mais c'est celui de Pierre Denis qui m'a le plus touché parce que, en fait, il correspond à ce que je vais... Enfin, l'Association nationale des membres de l'Ordre du Mérite que je préside, en fait, a décidé depuis 2 ans de s'occuper des aidants. De quelle manière? En les mettant en avant, en les mettant en lumière et en leur remettant un prix, un trophée. Voilà. On l'a fait à l'Assemblée nationale récemment en juin et on recommence à la mairie du 6e pour ceux qui étaient absents, donc le 8 octobre. Et c'est dans ce cadre-là que je vous invite, enfin ceux qui peuvent venir le 8 octobre matin, notamment l'après-midi ce sera la remise des trophées, mais le matin il y aura un film d'Édouard Carillon. Et ce film d'Édouard Carillon, en fait, retrace exactement l'expérience de Pierre Denis, sa première expérience qu'il a eue en entreprise. Et il y en a d'autres. Hein. Et je pense que c'est vraiment un film intéressant. Le réalisateur sera là, peut-être même les personnes qui ont participé à son film. En tout cas, il sera là pour répondre aux questions. Et vous êtes tous mes invités le 8 octobre à la mairie du 6e, dans la grande salle des fêtes, de 10h à midi. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Moi, ce n'est pas vraiment des questions, mais je trouve que je suis vraiment scotchée par les 2 derniers témoignages et par celui de Pierre-Yves Debar, parce que je trouve que ça pose peut-être une question qu'on n'a pas posée depuis le début, qui est celle de la légitimité et de trouver sa place. Et je trouve que c'est assez intéressant d'arriver à la fin d'un après-midi consacré à l'entreprise en disant que peut-être il faut arriver à un moment, vous parliez du deuil de la compétence, on parle de la colère et que finalement il faut arriver à se résoudre à cette idée que peut-être notre place n'est plus dans l'entreprise et en tout cas dans le travail qu'on avait. Moi j'ai mis un certain temps à m'en rendre compte et l'engagement,
la paire aidance, le fait de s'investir pour les autres est extrêmement précieux si on arrive évidemment à résoudre le problème de l'argent et de gagner sa vie. Mais je suis vraiment, trouver sa place et s'épanouir, bien qu'on soit aidant, c'est possible, et peut-être en faisant le deuil de plein de choses. Ouais. Ouais, je voulais juste dire ça. Merci Christine. Oui, bien sûr. Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve que ça pose le sujet de la normalité dans notre société. Tu en as parlé à un moment donné dans ton discours, enfin dans ton témoignage, et voilà, c'est quoi quelqu'un de normal dans notre société? Voilà, c'est une question qui reste toute posée, mais bon, à laquelle tu as trouvé une réponse. Ouais, alors bon, tu m'as fait pleurer parce que moi, tu vois, mon fils a 26 ans, il a une schizophrénie et clairement, ça ne se soigne pas. Et c'est des questions que je me pose tous les jours. Alors, les référentiels par rapport à l'autisme sont quand même un peu différents, mais je trouve ça magnifique ce que vous faites tous les deux. Et je pense que toutes les deux, tu vois, on est hyper touchés par ça parce que ce sont encore des enfants, enfin même si moi, maintenant c'est un homme, mais ce sont nos enfants. Et c'est vraiment la question qu'on se pose. Et c'est ce temps long où on se dit, évidemment on garde de l'espoir, évidemment on les aide, mais d'abord on fatigue. Et puis comment ils vont faire quand on n'est plus là? Et je voulais te remercier aussi parce que ce que tu as fait, même si ça n'a pas marché super bien, et la manière dont tu as dit et exprimé, voilà, j'aurais pu faire ça, j'aurais dû faire ça, c'est super honnête. Et je pense que les gens qui, tous autour de ce colloque, qui sont autour de l'aidant, sont des gens très honnêtes et qui ont un grand cœur. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans la salle aujourd'hui. Alors, merci, je ne pensais pas, mais du coup, merci pour ce qui est dit. Par rapport à la place, effectivement, les témoignages sont très touchants. Quand je disais c'est la sincérité des émotions à laquelle je crois, il y a une force, en fait, que j'imagine, à laquelle qui est celle du nombre, quand même. C'est-à-dire que je suis peut-être touchée par ça, parce que l'activité de notre entreprise, ce sont les personnes âgées. Et j'ai l'impression qu'il y a un déni. On ne veut pas voir la place que vont occuper les personnes âgées dans la société demain. Quand je dis on ne veut pas voir, c'est que, évidemment, on peut venir nous questionner, nous mettre en responsabilité, je l'accepte, sur ce que nous, on peut faire en tant qu'entreprise, mais c'est une question de société. Et l'espoir, pour moi, en fait, il est pour les aidants et pour les personnes qui ont besoin d'aide, il est dans ça, en fait. C'est-à-dire que des personnes pour prendre la parole, pour illustrer, pour s'engager, pour parler, parce que tout le monde n'est pas à l'aise, en fait. Ce que je fais devant ce cercle-là, je ne saurais peut-être pas le faire dans d'autres contextes. Des personnes pour parler, pour représenter, en fait, ce nombre, cette force qui va composer la société de demain. Et mon espoir, moi, repose, en fait, sur ça, en fait. Je crois que c'est la raison d'être aussi de ce colloque. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon ça fait une excellente transition, en fait, pour donner la parole à Stéphane Hugon, justement, parce que là, on est rentré en piqué dans les expériences de vie des uns et des autres, des aidants ou des personnes qui mettent en place des dispositifs. Et voilà, l'idée, c'est peut-être qu'on pourrait ensemble reprendre un petit peu de hauteur avec la conclusion de Stéphane qui nous a écoutés attentivement et peut-être du projet de société ou en tout cas des réflexions que ça peut engager sur le développement de la société. Oui, tout à fait. Donc on va passer la parole à Stéphane Hugon pour une synthèse de 10-15 minutes. Après, je clôturerai le colloque. Et compte tenu des effectifs restants dans la salle, et aussi de ceux dont je sais qu'ils ne peuvent pas rester après le colloque, j'ai le plaisir de tous vous inviter au cocktail dînatoire qui suit le colloque, y compris si vous n'avez pas le petit bracelet jaune. Merci à tous. Bien, chers tous et toutes, vous imaginez, je suppose, la difficulté de prendre la parole après ce qu'on vient d'entendre. Et je voudrais le dire que c'est avec beaucoup d'humilité que je vais certainement pas conclure, mais essayer de poser des jalons par rapport à ce qu'on a tous vécu. C'était sans devancer les remerciements, mais je trouve que c'est une très très belle après-midi. En tout cas, pour moi, c'était vraiment à la fois pragmatique, utile, humain, affectif. Quand on a ça,
on se dit que le monde redevient habitable. Et vous en êtes les artisans, et merci infiniment pour ça. Je voudrais très modestement, là encore, essayer de poser quelques jalons, quelques perspectives dans la manière dont tous les témoignages et toutes les actions qui ont été évoquées aujourd'hui résonnent dans quelque chose qui est de ce que je ressens et qui est mon métier, c'est-à-dire globalement une transformation profonde de notre société. Je dirais que nous sommes peut-être dans les prémices de quelque chose qui est de l'ordre du dévoilement. Il y a peut-être un momentum de quelque chose qui se joue à la fois dans la relation qui existe entre les personnes sur un plan interindividuel, peut-être politique, sur un plan des modèles économiques qui se mettent en œuvre pour accompagner et pour produire une valeur à la fois économique, une valeur symbolique, relationnelle et affective. Et donc, nous sommes peut-être en train d'entrer enfin dans ce qu'on pourrait appeler une économie de la considération. On a été dans une économie très tangible. On est rentré par bien des aspects dans une économie intangible. Aujourd'hui, on redonne place à quelque chose qui est de l'ordre du lien, de la considération. Un actif d'entreprise, disons les choses avec des mots presque financiers. Il existe un fantôme positif dans ces entreprises, qui est la question de l'écoute, de l'hospitalité, de l'attention, de la considération, voilà, de la main tendue. Ça n'est pas seulement un supplément d'âme, c'est à la fois quelque chose qui va être nécessaire et quelque chose qui est désormais, puisque vous commencez par vos actions à l'identifier, à en faire véritablement quelque chose qui est de l'ordre de l'asset, comme on dit dans certains métiers du conseil, c'est-à-dire c'est une matière, c'est un capital, et ça va jouer aujourd'hui. Et toutes les entreprises qui ont de l'avance sur ça, parce qu'elles ont d'abord une sensibilité, des histoires de vie, en réalité, dans le cadre de cette économie de la considération, on peut penser que c'est quelque chose qui donne de l'avance et une vision véritablement dans cette société en crise que je vais évoquer maintenant. Donc voilà, moment de dévoilement peut-être, moment de révélation, moment où on dévoile qu'il existe en réalité une magie quelque part et qui est ce sur quoi maintenant on va pouvoir faire économie, faire société. Je vais évoquer 3 points qui sont des points récurrents. D'abord, il y a cette espèce de paradoxe dans la coexistence des deux espaces, de ces deux mondes, qui sont le travail et puis l'autre travail aussi qui est là. Et je crois qu'il y a cette espèce de rupture, de frontière, dont on a vu que parfois c'est une frontière qui est utile, parce que ça préserve. Cette frontière, c'est ce qui fait qu'on tient le secret, on ne veut pas en parler, on ne veut pas parler de l'aidance, parce qu'on ne veut pas afficher cette vulnérabilité, cette fragilité, ou ce risque qu'on pouvait faire courir à l'entreprise. Et puis on a vu des moments de basculement qui ont été évoqués notamment par certains d'entre vous, dans lesquels, en fait, on peut renverser la table, on peut utiliser ça et en faire un atout, et passer de l'autre côté, et faire que ces 35 heures, plus les autres 35 heures, en réalité, ça fait une activité qui est extrêmement dense. Malgré ce que je constate, moi, dans mes travaux depuis les derniers mois, chez Eranos, on fait beaucoup de diagnostics culturels, qui sont en général la base de nos travaux. Avant de transformer une organisation, on fait d'abord une cartographie, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et on voit quand même qu'il y a à la fois beaucoup d'incantations dans les entreprises qui disent ce qu'elles font qu'en réalité, ça n'existe pas, qui disent que leur culture ou leurs valeurs sont ainsi, en réalité, ça ne l'est pas. Et ça, les aidants le savent, y compris dans le secret de ces deux mondes que j'ai évoqués. Donc oui, il y a ce côté un peu incantatoire, il y a ce ressac, notamment sur tous les sujets sociaux, et on en parlait tout à l'heure à la pause. Il y a une rigueur qui est arrivée depuis le mois de janvier, probablement sous influence américaine, qui fait que les sujets sociaux sont difficiles aujourd'hui. Diversité, inclusion, parité, qualité de vie au travail. C'est des sujets qui deviennent compliqués. Voilà, ça c'était le premier point. Il y a deux vies et que l'équilibre entre les deux vies ne sera pas facile et qu'il y a des stratégies. Parfois, il faut maintenir ce rideau entre les deux. Parfois, il faut tirer le rideau, il faut ouvrir, il faut dévoiler. Le deuxième point qui a été quand même récurrent dans les témoignages que vous avez pu livrer, c'est la question... il y a un déficit de reconnaissance. Il y a un déficit de parole. Il y a un déni d'une réalité sociale. Il y a un déficit de récit. En réalité, il y a des petites lâchetés qui sont là. Et
Et c'est difficile à vivre. Il y a de la colère, il y a de la rage, on l'a entendu. Je crois qu'en réalité, on est dans un moment qui, pour essayer de comprendre le pourquoi de ce déficit de verbalisation sur tous les sujets sociaux, le déficit de prise de position ou le déni de ce qui se passe dans l'entreprise. Les grandes entreprises ont jusqu'à 25-30% de déant et il y en a très très peu qui sont identifiés. Et pourtant, moi là-dessus, je suis plutôt optimiste parce que on est dans un moment où les différentes crises qui se sont succédées, la crise de Covid a été peut-être la plus forte, mais les crises en amont et en aval le sont tout autant. Ces différentes crises, en réalité, ont fragilisé les grands récits d'aspiration, les grands récits régaliens, notamment de notre société, notamment de ce que doit apporter, j'allais dire, la puissance publique. Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, un nombre énorme aujourd'hui de personnes doutent dans la capacité de protection de l'État, pour le dire au sens très large du terme. Alors même que vous le savez mieux que moi, les dispositifs sont pléthores. Pourtant, c'est la recevabilité de ce besoin de sanctuarisation que tout le monde éprouve dans une situation de risque qui est fragilisée. On n'a plus confiance dans les grandes institutions qui étaient supposées être là pour nous protéger. Et du coup, il y a un déplacement. Il y a un déplacement parce qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui, du coup, deviennent porteuses, prennent l'autorité et la légitimité de produire un discours qui rassure, qui apaise. Un discours qui fait de certaines entreprises des opérateurs de tranquillité, des opérateurs d'émerveillement, des opérateurs d'insouciance, et qui rentrent dans ce que j'ai appelé cette économie de la considération. Et là-dessus, et je le vois dans mon métier, sont éligibles énormément d'entreprises, et pas forcément celles auxquelles on pense. Je travaille avec énormément de maisons de luxe qui ont pris à bras-le-corps la question culturelle, la question du récit d'émerveillement disons, de la population française dans un moment de déficit de ces récits d'émerveillement. Donc là, on est en train de dire, comme au Brésil où j'ai séjourné, qu'en réalité, ce sont les entreprises qui se chargent de la responsabilité culturelle des publics. On peut trouver ce récit d'accompagnement qui fait des entreprises un porteur ou un opérateur d'insouciance. On le voit également sur plein d'autres secteurs, notamment tous les métiers du soin, bien évidemment, notamment dans le champ de toutes les organisations mutualistes et coopératives, bien évidemment. Les assureurs, c'est leur rôle. Un assureur, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, ce n'est pas quelqu'un qui vend un contrat ou un taux. C'est quelqu'un qui vend de la tranquillité, de l'apaisement. C'est quelqu'un qui permet la circulation de la parole. C'est quelqu'un qui permet l'intergénération. La survaleur de l'assurance, elle est là. Alors bien sûr qu'il y a du technique au milieu, mais en fait, il est urgent pour eux d'accéder à la question symbolique et à la question relationnelle, qui est ce par quoi elles répondent à cette difficulté sociale que nous vivons, à la crise du vivre ensemble, la crise de la légitimité de ces récits de l'insouciance. Donc en réalité, on a un vaste déplacement qui fait que ceux qui étaient supposés, dans notre société française, apporter cette insouciance ne sont plus légitimes. Et que, en réalité, aujourd'hui, cette responsabilité tombe sur les épaules de nouveaux opérateurs. Vous voyez qui je veux dire ? Des nouveaux opérateurs qui ont la charge, et parfois c'est très inconfortable, de devoir porter la responsabilité du régalien de la société. Ce qui m'amène à mon troisième point. J'ai dit tout à l'heure, l'herbe pousse par le milieu. C'est-à-dire qu'il y a une modernité, il y a un enchantement, il y a des solutions, et toutes les expériences qu'on a entendues aujourd'hui sont à la fois optimistes et réjouissantes. Et ça vient de vos modes d'organisation dans lesquels il y a du doute, du bricolage au sens noble du terme, de la rage, du bricolage au sens... quelqu'un dit tout à l'heure, en fait, on ne sait pas comment faire, mais ça marche avec le réseau, ça marche avec du sang et de la sueur. Ce qui est paradoxal dans notre société française, qui a les plus grosses institutions qui sont là pour nous protéger, et pourtant ils font quand même du sang et de la sueur pour faire exister les choses dans un dispositif qui est en réalité extrêmement difficile. C'est pour ça qu'en réalité, il y a un gisement, et je reprends le mot qu'a évoqué tout à l'heure Pierre Denis, sur la capacité à passer à l'acte, à faire des choses, à prendre l'initiative, à faire basculer ce monde dans ce que j'ai appelé une économie de la considération. Dernier point plutôt, parce que sinon
Je vois que il va me regarder avec des gros yeux, mais je vais rester dans le grand temps. Le troisième point, c'est plus une espèce d'anecdote pour essayer de se dire, OK, comment on fait? Là, il y a une dynamique qui est à l'œuvre. Là, vous portez quelque chose qui est à la fois beau, qui est efficace, qui est généreux et qui peut faire basculer du bon côté des choses. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment donné, chez Eranos, on avait fait énormément de sujets sociaux, et notamment sur la question des femmes. Ce n'est pas tout à fait la question des aidances, mais c'était quand même un sujet sur lequel il fallait trouver du sponsorship dans les grandes entreprises. Il fallait trouver quelqu'un qui ait la fibre ou quelqu'un qui avait traversé une histoire personnelle qui aurait pu le rendre perméable à ce genre d'argumentaire. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que quand on arrive avec nos sujets sociaux, et quand on arrivait avec un rapport d'infantilisation ou de douleur ou de culpabilisation, personne n'en voulait. J'ai rencontré des grands dirigeants de grandes caisses régionales, de grandes banques françaises notamment, des gros assureurs, en leur disant on a un sujet pour vous, vous devez le faire. On vient de faire une étude internationale sur un projet qui s'appelle Woman Confidence, donc la confiance en soi chez les femmes. Vous devez prendre le sujet à bras-le-corps, vous devez le déployer dans votre entreprise. Et quand on arrivait en leur disant il faut le faire parce que c'est un sujet douloureux et que vous devez le faire et vous avez une charge morale de le faire, personne ne disait ça, n'acceptait. Par contre, quand on leur a dit en réalité, il existe des choses que vous ne voyez pas. Il existe un gisement de valeurs, de compétences, un gisement de productivité, un regard différent sur le monde, un regard qui va alimenter l'attractivité de votre entreprise, l'innovation de votre entreprise, la résilience de votre entreprise. Et en fait, toutes ces compétences secrètes, un peu moins secrètes grâce à ce que disait Pierre tout à l'heure, si on identifie ce gisement de valeurs, ce gisement de compétences, on peut faire passer quelque chose qui est un projet de douleur à un projet de fierté. Un projet de fierté, et à ce moment-là, on peut avoir un langage, quitte à pousser le langage jusqu'à quelque chose qui est quasi cynique. Vous avez dans votre entreprise 30% de gens que vous ne considérez pas, que vous ne voyez pas, que vous dévalorisez, alors qu'en fait, c'est eux qui vont vous permettre de gagner les 3 points qui vous manquent. Pourquoi est-ce que vous, du fait de votre culture, vous vous empêchez d'avoir la considération pour ce public-là et cette culture-là? Donc en réalité, il faut renverser la table et il faut dire, oui, il existe une manière de sortir de la victimalité, d'avoir de la fierté, d'avoir de l'énergie, d'écouter tout ce qu'on a entendu cet après-midi, qui sont que des très belles histoires, et parfois on a la larme aux yeux, mais parfois on se dit, mais c'est extrêmement efficace pour quelqu'un qui va chercher, disons, les points qui lui manquent dans un tableau Excel. Donc en fait, il existe plein de stratégies pour aborder ces sujets-là. Et peut-être pour faire la conclusion de la conclusion, faut voir que dans l'idée dans l'histoire de la générosité en France, il y a un moment particulier qui est juste après la guerre, où il y a la mise en place, dans les conditions que vous savez, de la sécurité sociale. Et ce qui est très intéressant, les sociologues s'y sont penchés, ils disaient que ce qui est génial avec la sécurité sociale, c'est qu'on a mis en place un système qui est unique. En revanche, on s'aperçoit après qu'une fois qu'on a industrialisé, institutionnalisé la considération à l'autre, en réalité, on est devenu des êtres froids. Puisque si le système s'en occupe, j'ai plus à y être sensible. Voilà. Alors qu'avant la sécurité sociale, ça passait par différentes... il y avait en France, il y avait le système, disons, issu de la culture judéo-chrétienne, avec la charité, issu aussi des systèmes mutualistes, il y avait plein de systèmes qui faisaient que chacun se sent responsable de l'autre par proximité, par histoire de famille, par solidarité rurale, etc. Maintenant, on a mis une machine qui règle tout ça. En réalité, on s'est privé du regard de l'autre, on s'est privé de ce que vous avez dit tout à l'heure, la différence, l'altérité. Je pense qu'il faut retrouver cette générosité de l'altérité pour être capable de faire de l'aidance une dynamique qui est à la fois généreuse, belle et très efficace sur un plan économique, pour être capable de rapprocher à court terme le modèle économique et le modèle social dans quelque chose qui soit tout simplement efficace et qui permette de donner de la place à nos enfants. Merci.
Merci Stéphane pour ce regard de sociologue sur nos débats. Je retiens de ce colloque, encore une fois, des moments très émouvants et très forts. Je retiens aussi que chacun a, par rapport à son ambition professionnelle, à sa place au travail, une approche différente de son statut d'aidant, que chacun a une approche différente, que chacun a des problématiques différentes, et qu'il y aura toujours dans les entreprises des gens qui auront une facilité à se déclarer aidants, et d'autres qui ne se déclareront jamais aidants. Et donc l'entreprise doit mettre à disposition de ses salariés un cadre sécurisant pour leur permettre de vivre leur carrière professionnelle, mais aussi de vivre leur statut d'aidant. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des volontés dans les entreprises, des solutions émergent. Il y a encore beaucoup de freins, on l'a vu aujourd'hui encore. Je vois qu'il y a un fil rouge qui est ressorti de toute la journée, c'est effectivement la compétence des aidants. Tous les aidants développent des compétences incroyables et qu'ils peuvent mettre au service de l'entreprise. Et c'est un véritable gisement, effectivement, de compétences, un gisement de valeur, une mine inexplorée. Et donc, il y a vraiment beaucoup à faire sur le sujet. Je profite de ce moment-là pour vous dire qu'entre la fin de ma prise de parole et le début du cocktail, qui sera à 18h50, 19h, Julie Capitrel se propose de vous faire découvrir, pour ceux qui le veulent, sur la table qui a servi à l'accueil des participants, Game of RSE, un serious game pour sensibiliser au sujet de l'aidance en entreprise. Voilà, donc il me reste à vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, en remerciant une dernière fois nos sponsors, Malakoff Humanis, la mutuelle Miltis, la mutuelle Intégrance et CFDP Protection Juridique. Merci à eux. Et donc, à vous donner rendez-vous pour l'année prochaine, pour le 4e colloque national des parents aidants, qui traitera du sujet de devenir professionnel de l'aidance. Et donc, on est là sur cette notion qu'il y a un marché, une économie de l'aidance qui doit émerger, qui doit se structurer et qui doit permettre, probablement grâce à la solvabilisation des aidants par des produits d'assurance, j'espère, permettre à des professionnels de l'aidance de développer une activité et d'avoir des revenus décents de leur activité de professionnels de l'aidance. Merci à tous.